Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 2 de On Jase là. On est rendu à 2! Yay! L'émission où on vous présente de façon hebdomadaire un sujet qui nous intéresse ainsi qu'un produit culturel qui a retenu notre attention dernièrement. Donc je suis Marc-André, votre animateur pour cette émission, et je suis entouré de Samuel. Bonjour! De Clarence. Salut! Et d'une petite nouvelle, Rose-Marie. Eh oui, bonjour! Rose, en fait, va s'occuper d'un nouveau segment parce que, comme tout à peu près les podcasts au Québec, on n'est pas capable de faire un show sans boire. Donc Rose, en fait, va présenter une bière à chaque semaine. Eh oui, donc moi, je vais vous faire une petite chronique bière à chaque semaine. Je vais vous faire découvrir une bière de microbrasserie québécoise. Donc, c'est vraiment un petit segment qui va être sans prétention. Moi, je suis là tout simplement pour vous faire découvrir des bières, mais aussi pour me faire découvrir des bières. Donc, souvent, ce sera des bières que j'aurais pas, que je connais pas depuis longtemps, ou des fois, ça va pouvoir être des coups de cœur que je vous présente. Ouais. Exactement. J'ai déjà hâte de boire tout ça. Et On oui. est soif. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et donc, pour notre sujet principal pour cette émission, Clarence, de quoi tu nous parles? Alors, cette semaine, je vous parle d'un phénomène que tout le monde connaît sans nécessairement le nommer au quotidien. Je vous parle de l'écoute en rafale, plus connu sous son terme anglais qui est le binge-watching. Donc, c'est ça, je vais vous parler un petit peu de ça, l'histoire un peu, puis comment ça se décline au quotidien, puis peut-être consacrer un peu un petit segment à comment Netflix, surtout, voit le Ouais, phénomène. je pense que c'est... J'ai l'impression que ça part vraiment de là, cette semaine-là. Ben, on va en discuter, mais oui, c'est ça me place centrale. Superbe. Et Sam, qu'est-ce que tu nous présentes comme produit culturel? Attends, il faut que j'essaie de le nommer. Tu nous parles d'un groupe allemand, KMFDM. J'ai-tu dit dans le bon ordre? Je l'ai dit dans le bon ordre. Yes. Donc, je me suis permis une petite gâterie. J'avais le goût de vous présenter un band que je chéris beaucoup. Bon, j'avais l'excuse parfaite. Ils ont sorti un album l'année passée. Un album qui est très actuel, qui est très engagé. Moi qui n'ai pas un grand amateur de musique engagée, je vous dirais que celui-là fait vraiment bande à part. Donc, dans le fond, je vous présenterai un peu... comment j'ai trouvé cet album-là, qu'est-ce qu'il y en est, puis qui est ce mystérieux groupe qui pourtant est assez légendaire dans son créneau. Super, j'ai hâte d'entendre ça. Mais avant, Rose, qu'est-ce qu'on voit? Et oui, donc ce soir, on boit la bière unique de Brasseurs Illimité. J'ai pensé à vous, trois petits gars de Saint-Eustache. Ben oui, la fierté locale. Et oui, donc j'ai voulu commencer avec une bière de votre patelin. Donc oui, Brasseurs Illimité de Saint-Eustache. C'est une bière rousse avec thé du Labrador dedans. Oh, wow. Donc c'est une bière qui a été brassée pour rendre hommage à Michel Lécuyer. Michel Lécuyer qui est le père du défi Taiga 200. Le défi Taiga 200, c'est dans le fond la plus longue course de chiens de traîneau de l'Est du Canada. Donc cette bière-là a été brassée en son honneur. Donc il s'agit d'une bière forte à 6%, puis personnellement, je trouve qu'on goûte quand même pas mal l'alcool, même si, bon, 6%, c'est pas si élevé comme pourcentage, mais je trouve qu'on le sent quand même pas mal. Puis, personnellement, je trouve que c'est une bière qui est quand même un petit peu amère pour une rousse. Les rousses qui sont pas très amères de façon générale. Par contre, elle laisse pas vraiment d'arrière-goût, donc on n'a pas de sensation désagréable à la fin du tout. Ça me rappelle beaucoup, en fait, les bières belges, les doubles ou les triples belges. Oui, un peu, oui. Justement, ce côté-là amer, juste la couleur elle-même. Oui. Puis, pas seulement parce que c'est de Saint-Eustache, mais je suis un grand fan des bières de Brasseurs Illimité, puis c'est encore un autre succès, je pense, de ce côté-là. Oui. Elle est vraiment bonne. Elle est très bonne. Tout ce que j'y trouve à dire, c'est que personnellement, je trouve qu'on sent pas assez le côté herbacé du thé. On le sent dans l'odeur, le parfum, le thé est présent, mais outre ça, je trouve que c'est une aile rousse qui sort pas tant du lot. Reste qu'elle est très bonne, là, on y enlève rien pour ça. Mais personnellement, j'aurais préféré une petite touche de thé supplémentaire. Je sais pas si c'est mon nez qui fait défaut, mais il me semble qu'elle sent pas beaucoup. Non, c'est pas moi qui effectivement, est elle fou, sent là. pas Ok. beaucoup. Non. Pourtant, elle est quand même assez présente en bouche. Là, on la sent bien. Puis après quelques gorgées, je trouve qu'on sent un peu les épices aussi. Ça prend un certain Ça temps. finit par venir, Mais oui. ça finit par venir, comme le Il y a des fois que c'est comme ça. Ça prend un set, en tout cas. Donc, c'est ça. C'était la première bière que je vous présente. Très, Peux-tu très nous bien. rappeler le nom, s'il te plaît? L'unique de Brasseurs Illimité. L'unique, donc une bière 6%. Exactement. Superbe. Très, très bonne. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour l'émission avec Clarence qui va nous parler de l'écoute en rafale. Oui, le phénomène de l'écoute en rafale, juste aussi pour vous mettre en contexte, ce sujet-là m'intéressait parce que, ben, aussi curieux que ça puisse paraître, moi je suis pas un gars qui écoute tant que ça des téléséries.
Mais quand même, le phénomène m'intéressait parce que, ben, ça semblait, en tout cas, de mon point de vue de néophyte, ça semblait vraiment tout à fait nouveau. Et quand je voyais que ça s'était à ce point répandu dans la communauté d'amateurs de téléséries, je me suis juste intéressé, mais pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Puis ben, il se trouve que je suis quand même très très bien entouré parce que j'ai autour de moi 3 très grands amateurs de téléséries. Quand même. Donc plusieurs de téléséries, mais de plusieurs types de téléséries aussi. Donc que c'est un milieu qui est en effervescence depuis quand même pas mal d'années. Et il se trouve que ben, vous autres, vous regardez quand même, vous avez vos séries préférées, mais vous avez quand même plusieurs intérêts là-dedans, plusieurs goûts. C'est ça, puis comme tu disais justement que c'est un milieu en effervescence, ben depuis la mi-2000, c'est vraiment ce que certaines critiques appellent l'âge d'or des téléséries, aux États-Unis en particulier. Mais c'est ça, les Breaking Bad, les Mad Men, c'est ces genres de séries-là justement qui sont simplement de la qualité, ce qu'il n'y avait pas nécessairement avant, avant les scénaristes de qualité allaient surtout au cinéma, mais maintenant ils viennent vers la télé. Puis il en sort à profusion aussi. C'est ça, c'est dur de garder, de le suivre, de garder le compte, ouais. Ben c'est ça. Mais je serais quand même tenté de faire l'analyse parce que curieusement, c'est arrivé à peu près en même temps qu'on a commencé à constater un déclin des téléspectateurs de la télévision traditionnelle qui était à la base la seule source d'accès aux séries télé. Donc je trouve ça quand même curieux. Ben, c'est-à-dire que le phénomène de l'écoute en rafale, c'est un phénomène qui, je pense, peut être considéré comme vraiment propre effectivement, au 21e siècle. Même si son acception populaire, donc en fond un peu plus mainstream, est arrivée avec Netflix. Cependant, le phénomène existait déjà avant qu'existent les services de télévision sur demande. Il existait sous la forme d'écoute en rafale d'épisodes sur DVD. Donc, puis même à une autre époque, des séries qui étaient vendues dans les magasins en VHS. Donc, je sais que Twin Peaks l'a fait. Je sais qu'aux frontières du réel, X-Files s'est déjà présenté sous cette forme-là. Ça devait être des coffrets qui utilisaient l'entièreté de l'étagère. Ça peut être énorme. Ouais. Ben, Il y a quoi, 4-5 émissions qui rentraient sur un VHS, dépendant de la qualité. Là. À peu près, ouais. La longueur, évidemment. Ben, c'est drôle, mais il y a un café à Montréal qui s'appelle le Ferlucci et eux, ils ont une déco assez rétro et ils ont derrière le comptoir la série de Twin Peaks en VHS, je pense quelque chose comme 6 VHS. Oh. Wow. C'est beau à voir. C'est pas si mal 6 au final quand même. Non, vraiment. Oui, c'est moins que ça à quoi je m'attendais. 5 ou 6, faudrait que j'y retourne, mais en tout cas, c'est quand même plus long que large. Oui, c'est définitivement plus long que large. Définitivement. Mais donc, c'est ça. L'écoute en rafale, donc binge-watching en anglais, littéralement, la traduction littérale, c'est visionnage boulimique. Donc, déjà là, dans l'acception, dans le terme anglais, il y a déjà une connotation péjorative. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour la petite histoire, disons, le phénomène a vraiment grandi, s'est développé en popularité à partir de 2013. Et c'est là où Netflix rentre dans le game, parce que c'est vraiment par son intermédiaire que le phénomène connaît une profusion et s'étend vraiment de manière globale. Donc, lorsque Netflix met en ligne la première saison d'House of Cards, produite par Netflix, le 1er février 2013. Donc, les 13 épisodes de la première saison sont tous mis en ligne en même temps. Et Netflix va récidiver le mois de juillet suivant, en 2013, quand la toute première saison également de Orange is the New Black, elle aussi produite par Netflix, va être mise en ligne dans son intégralité. Puis là, je te regarde toi précisément, Marc-André, parce que je sais que tu es un fan de House of Cards. Ouais, avec Feu Kevin Spacey. Oui. Mais je me souviens justement quand la série est sortie, j'écoutais ça en quelques jours à peine, ces 13 épisodes-là. La première saison était tellement excellente, puis la construction justement pour qu'au final, Netflix veut qu'on reste puis qu'on continue d'écouter. Là. Exactement. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont sorti cette série-là. T'sais. Ouais. Je tiens quand même à souligner le fait que tu as utilisé le terme, tu as écouté la saison au complet en quelques jours. Je trouve tellement que dans le paradoxe d'utiliser le terme saison, alors que
on va se le dire, ces séries qui sortent en un bloc complet, on peut plus parler de saison. Non, effectivement. Elles sont consommées beaucoup plus rapidement. Non, c'est ça, le le terme est plus utilisé de manière traditionnelle en référence justement à une époque où les épisodes sortaient durant toute une saison. C'était l'automne, l'hiver, rarement l'été. Ouais, ça c'était les séries qui pensaient qu'elles allaient pas être bonnes. Non, c'est ça. Mais en fait, j'aimerais ça faire une petite parenthèse parce que bon, Marc-André, je sais que t'es un fan d'House of Cards, mais quelle série vous tous vous avez déjà écouté en rafale? Sam par exemple. Moi, honnêtement, j'aime bien les séries télé, mais j'essaye de pas en consommer trop d'une shot parce que j'aime pas ça. Je me dis, c'est un peu comme une bière. Tu veux pas la boire d'un coup, tu veux la laisser, tu veux prendre le temps de la déguster puis de t'attacher au personnage. Puis je trouve que lorsqu'on écoute une série un peu trop rapidement, on jette rapidement les personnages. Ça fait consommable, jetable un peu. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais On va en reparler. Sinon, en général, ça va être des séries que les épisodes sont vraiment courts. Là, ça va être une dizaine d'épisodes à la suite. Là. Puis je pense particulièrement à des dessins animés plus orientés adultes, comme par exemple Regular Show ou Rick and Morty. Ça, je pouvais en écouter Trop. le maximum possible que mon corps acceptait. Puis pas juste dans les dessins animés. Kaamelott, célèbre télésérie française, les 4 premières saisons ont un format de 3 minutes et demie par épisode. Donc, lorsque tu présentes ça sur un DVD ou la série se trouve dans son intégralité sur YouTube, c'est très facile de se laisser avoir puis de dire, un petit épisode de plus, un petit épisode de plus, un petit épisode de plus. Puis finalement, t'as fini par « Hey! J'ai passé 3 heures à regarder 100 épisodes de Kaamelott! » Ouais, tu sens moins mal d'écouter la saison complète en un après-midi. Non, c'est ça, effectivement. Mais Rose, toi, je serais intéressé de t'entendre là-dessus. Même chose que Sam quand même, des séries télé de cartoons, j'en ai regardé beaucoup. Sinon, je dirais que moi j'ai vraiment un amour pour les séries télé. J'ai découvert ça il y a environ 5-6 ans. Puis je dirais que ça a vraiment commencé avec How I Met Your Mother, que j'ai dévoré, ma foi. J'ai regardé cette série-là beaucoup trop vite. Et puis, s'en est suivi des séries comme Stranger Things, c'est sûr, Breaking Bad, que Marc-André a mentionné. Dans ce genre-là, je suis quand même assez variée, là, ouais, quand même. Ouais. Toi, à part Marc, à part House of Cards, je sais que t'aimes bien Black Mirror aussi. Ah oui, hey. Wow. La dernière saison de Black Mirror, je l'ai écoutée en dedans de 2 jours. Par exemple, trop, je l'ai pas vu encore. Oui, on va profiter pour faire un avertissement pour nos téléspectateurs, on va pas spoiler. Non. Gang, on se fait un pacte, on ne spoil On pas ne fait pas aucune ça. série. Parfait. C'est contre mes valeurs. C'est contre Pas les de danger valeurs, que je le fasse. C'est contre les valeurs de l'humanité, je pense. Oui. C'est la prochaine chose à acheter à la Chambre des droits de l'homme. Je tiens quand même à faire un petit commentaire. Binge-watcher Black Mirror, je trouve ça dangereux. Bonne chance. Oh mon Dieu, oui. Bonne chance pour dormir cette nuit-là. Bonne chance pour Mais- garder sa foi en l'humanité. Quand j'ai commencé à écouter la série, en fait, c'était l'année dernière, après que la saison 3 soit sortie. J'ai écouté la saison 1, la saison 2, la saison 3 en dedans d'un week-end. Wow. Mais la saison 1 a 3 épisodes, la deuxième de 4, puis après ça, la troisième de 6. Mais quand Passer même. un épisode, c'est trop. Je sais pas, j'étais tellement fasciné par cet univers-là, par les idées des créateurs, puis par certaines réflexions que j'avais face à ces trucs-là, ou des trucs que je découvrais, en fait, justement, des impacts nocifs que pourrait avoir la technologie sur la société et sur nos vies, que ça alimentait cette curiosité-là intellectuelle que j'avais, en plus d'être juste vraiment un super bon show. Ouais. Puis pour d'autres séries aussi que j'ai écoutées, par exemple, avec Breaking Bad ou Game of Thrones, quand j'ai commencé à les écouter il y a quelques années, il y avait déjà plusieurs saisons de sortie. Donc j'écoutais ces premières saisons-là en général justement en rafale. Puis là finalement j'arrivais au moment où j'avais rattrapé la diffusion télé. Puis là il fallait que j'attende à OK, là c'est 1 par semaine. Puis là il faut attendre 1 an. Ou pour la prochaine saison de Game of Thrones, il faut attendre pas loin de 2 ans pour avoir la série au complet. Puis ça a changé ma façon de voir ces shows-là. Puis en fait c'est que j'avais de la misère après ça quand la nouvelle saison par exemple de Game of Thrones sortait. J'avais oublié des intrigues où il y a des personnages que je me souvenais plus On c'était perd qui. le contexte Puis rapidement. on perd ça parce qu'en même temps on écoute tellement plus de séries télé que les intrigues, pas qu'ils se mélangent, je veux dire, on s'entend qu'il y a une méchante différence entre Game of Thrones puis How I Met Your Mother par exemple. Oui. Mais puis pour revenir justement Rose à ce que tu disais sur How I Met Your Mother, Oui. quand la série s'est terminée, ça c'est une justement où j'avais commencé, la série commençait déjà, puis je l'ai rattrapé, Oui, il même chose restait pour peut-être 2 ou 3 saisons à ce moment-là. Puis quand la série a terminé, j'ai réécouté l'entièreté de la série
en peut-être un mois et demi J'ai fait à peu près la même chose que toi. Moi, j'ai choisi des épisodes aléatoirement dans les saisons. Je les connaissais tellement par cœur. J'ai tellement regardé cette série-là que oui, moi aussi, j'ai vu au moins chaque épisode de 4 fois Moi, je environ. les écoutais dans l'ordre quand même. OK. C'est juste plus facile pour faire le suivi. Ouais, effectivement. Puis présentement, je suis en train de réécouter Community au complet, qui est créé par Dan Harmon, un des co-créateurs de Rick and Morty, qui est une comédie géniale. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui s'est fait de mieux, en fait. La série est terminée depuis 2015. C'est génial. Je vous le recommande tous. Puis c'est ça, je l'ai terminé cet automne. Puis là, je suis en train de la réécouter au complet. À On voir. note. Ouais. On note. C'est vraiment fascinant de vous écouter parce que juste là, dans ce petit échange-là, vous avez énuméré à peu près 2-3 des changements les plus notables de type de consommation de téléséries qui sont propres à l'écoute en rafale, rendu possible par le service de télévision sur demande. Mais juste avant de revenir là-dessus, tu t'étonnais que Marc soit capable d'avaler Black Mirror en dans de 2 jours. Ben Marc, j'ai le plaisir de te faire savoir que tu fais partie des 25% des utilisateurs de Netflix qui sont capables de finir un drame en moins de 2 jours. Ben, il y a quand même une nuance à faire, là. Je veux dire, Black Mirror, les 2 dernières saisons, c'était 6 épisodes d'1 heure. Mais c'est lourd, c'est Je dur le- à Non, digérer. Je le sais, mais je veux dire, parce que si c'est drame au sens large, je veux dire, je trouverais ça extrême de faire ça avec une série qui a 13 épisodes d'1 heure. Ben c'est ça, c'est-à-dire que les données qui ont été utilisées par Netflix pour établir ce sondage-là, ils se basaient vraiment juste sur le type de télésérie et non pas sur leur nombre d'émissions. Ce sondage-là a été effectué en décembre 2013, puis même encore aujourd'hui, on a beau être en 2018, les données sont assez probantes et parlent beaucoup, en disent beaucoup, disons, sur nos habitudes de consommation. Donc c'est ça, 25% des utilisateurs de Netflix ont fini un drame qui n'était pas nommé en moins de 2 jours, comparativement à 16% pour une comédie dans le même laps de temps. Ouais. Donc, C'est étonnant. C'est quand même moi aussi, étonnant. j'ai trouvé ça vraiment étonnant parce que, ben, encore une fois, c'est peut-être, on en parlait en début de segment, ça donne peut-être justement une idée de la qualité Je des pense que c'est ça, téléséries. c'est le côté que le drame va plus t'accrocher puis faire comme, ok, je vais un autre, un dernier. Un dernier. Tandis que la comédie, ben, en général, l'épisode va être fini puis l'histoire va être finie, tu sais, ça va être contenu. Je pense qu'il y a aussi dans le drame la possibilité de créer des accroches qui sont beaucoup plus prenantes que par exemple une comédie. Oui, il y a des comédies dramatiques, oui, il y a des comédies où est-ce que l'attachement au personnage devient fort au courant de la série, mais un drame, je pense que c'est encore plus poignant, puis en général, on regarde dans le cinéma, où est-ce que c'est là que les codes ont été créés, les codes du drame, c'est des codes qui veulent vraiment aller chercher le spectateur puis lui faire vivre une gamme d'émotions fortes. Alors que la comédie, ben, on s'en tient en général un peu toujours dans les mêmes palettes, c'est-à-dire le comique, l'absurde, le grotesque, etc. Il y a une formule dans la comédie, dans le genre comique en tout cas, qui, selon ma connaissance, qui ouvre à moins de possibilités, disons, que le drame. Le drame, t'as le choix du contexte, t'as le choix du type de drame, t'as le choix de l'époque, tout ça. Ce qui fait rire, bon, t'as différents types de comiques, bien entendu, le comique de situation, le comique de caractère, etc. Mais c'est vrai que sur le plan de l'horizon des possibilités, ça semble effectivement un petit peu plus restreint que le drame. Tout à fait. Je voulais revenir sur le fait que vous avez évoqué plusieurs des changements des manières de consommer les téléséries. Et c'est l'un des premiers aspects qui ressort du phénomène de l'écoute en rafale. Il y a une modification des habitudes qu'on a de consommer des téléséries. Et j'insiste sur le terme de consommer, parce que, comme tu disais, Sam, en début d'émission, il y a vraiment le terme de binge-watching, le visionnage boulimique, il y a quelque chose, même en essayant de faire abstraction de la connotation péjorative, il y a un caractère de consommation qui est propre à la pratique. On peut le voir comme, encore une fois, de manière plus péjorative, plus négative ou plus positive. Ça reste une opinion personnelle. Mais l'une des premières conséquences de ce phénomène-là, c'est que il n'est plus nécessaire d'attendre.
la saison au complet est déjà à disposition. Plus besoin de s'asseoir à telle heure, à tel jour de la semaine, puis d'être vraiment au rendez-vous, parce que sinon, ben, on manque toute la série. Je comprends pas que ça a été ça, le mode, la façon d'écouter la télé pendant des décennies. Genre, je comprends pourquoi c'était ça, à cause de la technologie puis tout ça, mais je comprends pas qu'il y ait du monde qui le fasse encore. Quand les séries, à part au Québec, où c'est vraiment difficile d'avoir accès à des séries. Vraiment, en Puis français, là, c'est ça. Puis justement, c'est quelque chose qui se fait moins d'écouter en rafale des séries québécoises parce que c'est juste tellement... L'accès est tellement plus difficile. Je veux dire, il y a du point TV, tu vas avoir certains trucs là, mais pas tout. Faut que tu attendes encore là de l'avoir à chaque semaine de toute façon. T'as illico, c'est super compliqué. Faut que tu passes par l'ordinateur. L'accès est beaucoup plus compliqué que, par exemple, Netflix, que absolument n'importe quelle plateforme, allant du mobile à la console de jeux vidéo, en passant par la télé elle-même, peut diffuser du contenu, alors que, bon, tout TV, tu y vas par ton navigateur. Puis... Ben exactement. Puis la seule chose, quasiment que j'écoute de Québécois, c'est Infoman à chaque semaine. Puis des fois, je vais me ramasser, je vais être 3 semaines en retard, tu sais, parce que j'y penserai pas, parce qu'il faut que j'aille sur le site d'Infoman ou sur le site de tout.tv. Puis là, il va l'avoir. Puis eux autres, c'est facile de l'avoir. Là. L'émission est terminée, c'est déjà en ligne. Mais même là, il y a un effort de plus dispensé à le faire. Ouais. Même affaire pour moi, Infoman, c'est exactement la même affaire. Des fois, je vais pouvoir arriver chaque semaine pour dire « Hey, jeudi, à passer 19h30, c'est Infoman, je vais aller l'écouter. » Puis sinon, ben je passe 3-4 semaines, puis je dis « Hey, c'est cool, j'ai 1h20 d'Infoman à écouter. » Donc, ouais. Je pense que je connais la réponse, mais qui ici a le câble? Personne. Personne, hein? Moi. Non. Clarence, non? J'ai même pas de TV. Bon, ben, Voilà. c'est ça. Non, c'est pas mal ça. Puis je suis content que tu aies mentionné le téléphone mobile, Sam, parce que ça permet, le service de télévision à la demande, ben ça modifie les habitudes, ça je l'ai dit, mais une autre conséquence, c'est que le rythme de visionnement, le rythme de consommation, il change aussi. Et ça passe également par le médium. Maintenant, la télésérie n'est plus l'apanage de la télévision. Maintenant, c'est, comme disait Marc, l'ordinateur, le téléphone, la tablette. La télésérie est partout maintenant. Et peut être en tout cas à la disposition de tout le monde. Puis rendu là, on va peut-être arriver un moment où ça va être quoi la pertinence d'appeler ça justement une télésérie? De suivre les codes classiques de la télévision par rapport à la durée de l'émission, par rapport à OK, là, il faut mettre une pause, donc la transition qui se fait là. On va peut-être arriver à un moment où ça va être vraiment moins pertinent ou plus pertinent du tout. On le sent déjà beaucoup. On regarde des séries Netflix, tu compares ça à une série qui est enregistrée sur DVD, puis sur DVD, alors que la série a été diffusée à la télévision, par exemple, tu sens clairement que à tel moment dans l'épisode, il y a une coupure, il y a eu une pause, donc réintroduction, etc. C'est ça, parce qu'on le sent pas juste dans comment que l'émission est coupée puis éditée, c'est qu'on le sent dans l'écriture de l'émission. Ça va changer, tes points d'intrigue vont être placés à un endroit précis pour qu'il y ait une pause qui fasse du sens à ce moment-là. Puis c'est quand même fascinant de se dire maintenant OK, cette limite-là, on l'a plus, ou il y a des shows justement comme sur Netflix, ils l'ont plus, puis éventuellement peut-être que la majorité des émissions ne l'auront plus. Ça va être quoi l'impact sur l'art en tant que tel qui est de créer cette série-là? T'sais? Mais c'est parce que le mode d'opération de Netflix pour la production de leur télésérie prend en compte, dans les premiers critères de production, l'écoute en rafale. Les séries, je l'invente pas, c'est tiré d'un des communiqués de presse de Netflix, c'est celui du 13 décembre 2013. Les téléséries produites par Netflix leurs modes de production sont maintenant arrimés à la pratique de l'écoute en rafale. Donc, ça transparaît, comme tu dis, Marc, dans la manière de construire la série, de construire le scénario, la manière qu'on a d'écrire l'histoire. Et je serais pas surpris que ça vienne entrer dans la construction même du personnage, ou des personnages qui font toute la télésérie. Mais je me demande en même temps s'il n'y a peut-être pas un bémol à mettre là-dessus, parce que veux pas, auparavant, pour les séries qui passaient à chaque semaine, l'idée justement pour le diffuseur, c'est que tu reviennes la semaine d'après. Ouais. Donc le show au final s'arrêtait quand même sur une accroche, sur une intrigue, surtout pour les dramatiques, où il fallait que tu donnes le goût aux téléspectateurs de revenir. Je me demande si est-ce que le binge-watching a vraiment fait une si grosse différence que ça? C'était quand même quelque chose qui existait avant. J'ai pas la réponse, une question ouverte, mais je pense qu'il y a peut-être un bémol à mettre là-dessus. Est-ce que ça a vraiment transformé l'histoire à ce point-là? Tu vas voir.
Il y a effectivement un bémol à apporter à ce discours-là sur l'écoute en rafale. Et rendu là, je te dirais que c'est pas... Je pense pas en tout cas que ce soit uniforme. Je pense pas qu'il y a un consensus là-dessus. Parce que, encore une fois, ça a beau modifier... La pratique de l'écoute en rafale a beau modifier la manière de construire, d'écrire une télésérie, il en demeure pas moins que la télésérie possède sa propre singularité. Et sur la question de maintenir en haleine le téléspectateur à travers la construction d'une histoire qui est basée sur les suspens, ça c'est une question que je me suis posée lorsque je me suis penché sur le phénomène. Est-ce qu'il y a effectivement un changement dans ce qui est à la base de la télésérie, qui est d'une part la construction des personnages et d'autre part le suspense, ce qu'on appelle en anglais le cliffhanger? Est-ce qu'il est maintenu là-dedans? Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est perdu là-dedans? Ben, moi, c'est l'impression que j'ai, justement. Je pense que tu as mis le mot dessus. Tenir en suspens. Le pouvoir de l'écoute en rafale, c'est justement, tu peux à peu près mettre tes pointes, tes montées, en fait, un peu comme tu veux dans l'épisode, contrairement à la télévision traditionnelle, où est-ce que l'accroche doit vraiment se trouver à la fin de l'épisode pour que la personne soit satisfaite, mais reste un peu sur son appétit. Alors que sur une série Netflix, comme de la possibilité justement de comme accumuler la montée sur une série d'épisodes de façon peut-être plus subtile, je dirais, que lorsqu'on se retrouve à la télévision puis qu'on a justement un médium qui est un petit peu plus arrimé à la réalité du temps qui s'écoule entre chaque épisode. Je pense que là-dessus, ça a su jouer sur la façon dont la série se développe, puis qu'on va retrouver comme au sein d'un même épisode des montées puis des descentes qui vont être plus variables, bon, qui vont peut-être être moins balancées entre les épisodes. On va des fois retrouver peut-être plus des fillers qui n'auront pas nécessairement d'accroche à la fin, mais qui vont amener autre chose. Enfin, je spécule, là, j'ai pas la théorie des codes, mais j'ai l'impression que ça change quand même la façon que les gens vont être accrochés à l'épisode. Ben, c'est ça, en fait, toute la difficulté et le risque, je pense, d'une généralisation de ces modes-là d'écriture de la télésérie. C'est que chaque télésérie, je le répète, chaque télésérie possédant sa propre singularité, le suspense, la qualité du suspense, les personnages et le scénario sont autant de facteurs qui vont concourir à l'identité même et le caractère plutôt, peu moins qu'identité, le caractère du suspense. Qu'on pense comme, là je reviens quand même un peu loin, la première saison de Heroes, le suspense à la fin de chaque épisode était limpide. Moi je me rappelle encore le personnage je me rappelle plus c'est quoi son nom, il téléphone à l'acteur japonais puis il dit This is me speaking, I have a message for you. Et tout de suite, l'épisode se ferme. J'ai un message pour toi. C'est quoi le message? Qu'est-ce qui se passe après? Le suspense ne peut pas être plus limpide. D'un autre côté... Grossier, même. Oui, grossier. ça manque cruellement de subtilité. Mais d'un autre côté, je repense à ce que tu disais, Rose, en milieu de segment, où tu disais que toi, tu te souviens beaucoup des épisodes, des personnages qui sont présents dans tel ou tel épisode ou de telle action propre à cet épisode-là. Moi, une télésérie à laquelle je pense tout de suite dans cette perspective-là, selon cette lecture-là, c'est Doctor Who. Oui. Doctor Who qui a à peu près autant d'identité, je parle pas du personnage, mais de la télésérie, il y a autant d'identité à cette série-là qu'il n'y a d'épisodes. Il n'y a aucun épisode qui est pareil à un autre. Chaque épisode, on découvre des personnages, puis tu me fais penser, je me sens tellement mal de ne pas avoir pensé à Doctor Who. Tantôt, je m'en ben oui, je pense que c'est la seule émission que je suis. Mais oui, c'est vrai, surtout dans les épisodes spéciaux, on découvre souvent des personnages qu'on va suivre pendant toute l'émission, puis parfois on les reverra plus, mais il y a vraiment un développement de personnages dans cette émission-là, précisément ce qui donne une particularité, selon moi, à tous ces épisodes-là. Puis mettons, Doctor Who, est-ce que c'est quelque chose que tu as écouté en rafale?
Oui, définitivement. Ouais? Ouais, moi Oui, aussi. Ok, vraiment. Moi aussi. toi aussi, Clarence. ok. Parce que moi, en fait, j'ai découvert Doctor Who alors que la saison 9 venait de commencer. Là, on parle, petite parenthèse, je parle de La série 2005. la série qui a commencé en 2005 avec Christopher Eccleston. Je parle pas de celle de 63. Mais oui, moi, j'ai commencé Doctor Who, j'ai connu la télésérie alors que c'était Peter Capaldi qui incarnait le Docteur dans la 9e saison. J'étais comme, oh, ok, j'ai 9 saisons à rattraper, puis il se trouve que j'aime ça. Bon, ben on va... ça a été ma rencontre assez brutale, je dois dire, avec Doctor Who, parce Cet que univers. tout cet univers-là qui est d'une richesse, mais incommensurable, et d'une excentricité qui est à la même mesure. Là. Toi, je te regarde, Marc, parce que toi, je me rappelle, tu as regardé le premier épisode avec les mannequins qui essayent d'envahir la Terre. Ouais. J'aime bien ce que les Britanniques font d'habitude, puis je comprends leur côté un peu campy puis bizarre, mais ça, je l'ai pas. Ça m'a Ben, je te rassure, pas venu me chercher. je te rassure, c'est pas le meilleur épisode. Ça va en s'améliorant. Oh mon Dieu, Même oui. la première saison, on peut dire que... Ben, moi, Elle était bonne, mais il y avait beaucoup de place à l'amélioration, selon moi. oui, de toute évidence. Mais j'aimerais ça quand même revenir sur la question du suspense que t'as amené, Sam, parce que moi, quand je me suis posé la question, ok, qu'est-ce qui tient les téléspectateurs en haleine? Qu'est-ce que Netflix va chercher chez les téléspectateurs qui viennent justifier le fait que, auprès des investisseurs, Netflix va littéralement mettre le phénomène d'écoute en rafale dans leur plan financier. Et ça se trouve sur le site internet de Netflix, et c'est Red Hastings, le PDG de Netflix, qui met l'accent là-dessus pour attirer les investisseurs chez Netflix. Ils mettent de l'avant le fait que les téléséries fonctionnent par l'écoute en rafale, mais les gens répondent à ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas dans les téléséries et surtout dans le comportement des téléspectateurs quelque chose que Netflix viendrait, si vous permettez le terme, exploiter? Et c'est vraiment drôle parce que j'ai trouvé, disons, un potentiel de réponse dans les études littéraires, dans la construction même dans la construction cette fois-ci romanesque. J'ai été chercher dans mon parcours une auteure, une universitaire québécoise qui s'appelle Isabelle Daunet et qui écrit en préambule de son ouvrage La mémoire du roman, je cite le passage au complet, elle dit « L'unicité, la singularité du personnage romanesque n'entraîne aucune certitude, mais exactement le contraire. Et c'est de cela que nous nous souvenons quand nous lisons un roman. C'est ce que le personnage de roman a d'irrésolu que nous gardons dans notre conscience. Remplacer personnage romanesque par personnage de télésérie. Remplacer roman par télésérie. On a à peu de choses près le même phénomène. Isabelle Daunet s'attarde à la question de la mémoire, mais disons que moi, je préfère, dans le contexte, je préfère le lire comme c'est cette irrésolution-là, c'est cette énigme-là qui tient le téléspectateur en haleine. Et la question sous-jacente à ça, c'est effectivement, est-ce que l'écoute en rafale ne ternit pas, voire est-ce qu'elle n'annule pas cette énigme-là? Ou plutôt, est-ce qu'il n'y a pas plutôt déplacement? Est-ce que le suspense il n'est pas maintenu à la fin de chaque épisode, mais plutôt à la fin de chaque saison? Tu l'as dit, Marc-André, il y a comme 1 an ou 2 ans qui peut s'écouler entre 2 saisons de Game of Thrones. Mm-hmm. Mais pendant ce temps-là, de quoi tu te rappelles de Game of Thrones? De la saison précédente? Des dragons. Des seins. Non mais... De l'inceste. Ça résume. Ben, je suis pas mal sûr qu'il se passe dans ce show-là. Là. Mais non, effectivement, c'est sûr que ça vient... Ben c'est ça, c'est justement quand j'arrive que la nouvelle saison sort, faut que j'aille lire un peu ce qui s'est passé la saison d'avant parce que je m'en... Ça remettre en contexte. Je m'en souviens pas. Les noms de personnages, de lieux, ça devient vite mélangeant. Surtout dans un univers fantastique où souvent c'est des noms couchés dehors. Puis là, encore plus Game of Thrones, il y a tellement de personnages, puis il y a tellement de lieux qu'effectivement, ça aide pas dans ce contexte-là. Il y a des... Tu sais, Breaking Bad, j'ai pas eu ce problème-là, par exemple. Moi, je l'ai regardé complètement en Toi, rafale, donc je pourrais pas dire. Fait que je pense que ça dépend du type d'émission, ça dépend à quel point tu aimes cette émission-là aussi. Mais je pense qu'il y a un côté qui peut être intéressant, puis peut-être positif dans une certaine limite d'écouter en rafale, c'est que si tu vois le personnage, les personnages évoluer seulement à chaque semaine, c'est sûr que d'une semaine à l'autre, tu vas oublier certains trucs.
Fait que ça peut permettre d'avoir une construction de personnage ou d'histoire qui est peut-être pas si bonne que ça, mais qui a des failles, mais que tu vas peut-être moins les voir parce que tu vas moins t'en souvenir entre l'épisode 3 et l'épisode 6, par exemple, que quelque chose qui a été fait dans l'histoire ou dans l'évolution de ce personnage qui fait pas de sens. Si tu l'écoutes en rafale, La mémoire est fraîche. plus de chances de t'en rendre compte. On parle d'une immersion complète dans... Ben c'est ça. Puis dans l'environnement, dans c'est ça l'histoire. qui est le fun justement d'écouter. C'est pour ça que je réécoute Community en ce moment, parce que c'est juste tellement bien écrit que même si c'est la deuxième fois que j'écoute la série au complet, j'ai l'impression de redécouvrir ces personnages-là, puis de mieux comprendre justement toute cette construction-là d'univers qui a été fait, puis de mieux voir à quel point il y a vraiment peu ou pas de faire dans ce show-là. C'est ça, je trouve, l'intérêt de l'écouter en rafale pour celle-là. C'est quelque chose que beaucoup de téléspectateurs qui se sont exprimés en ligne, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les blogs, les personnes qui se sont exprimées sur leur pratique de l'écoute en rafale, c'est quelque chose qu'ils ont noté dans leur manière de consommer la télésérie, c'est que, ben, effectivement, comme la mémoire est plus fraîche, comme à l'intérieur d'une saison, en écoutant chaque épisode en rafale, ils n'ont pas besoin de se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé avant, ben, parce que, ben, ils n'ont pas besoin de se souvenir, ça vient de se passer. Donc, ils peuvent tout de suite reprendre le cours de l'histoire. Il suffit de regarder le bouton autoplay au complet qu'il y a sur la plateforme de Netflix, et c'est là pour ça. Mais à cela, certains détracteurs du phénomène viennent opposer cet argument-là, le suivant, qui est les personnages et l'action ne nous habitent plus. C'est-à-dire que entre les épisodes, il y avait, bien entendu, l'énigme, le suspense, mais les personnages en tant que tels, ce qu'on essayait de savoir, on essayait d'imaginer qu'est-ce que les personnages allaient faire à l'épisode suivant, c'était une manière qu'avaient les personnages de la télésérie de nous habiter, de rester en nous-mêmes. On avait la sensation, comme dit Marcel Proust à l'égard des personnages de romans, que les personnages ne nous avaient encore rien dit et qu'il y avait toujours quelque chose derrière. Continuer à vivre au fond de notre esprit. Là, on continuait d'imaginer ce qui pouvait arriver par la suite, puis ils continuaient de vivre finalement leur histoire, mais à travers ton imaginaire, etc. Exactement. On parle de télésérie maintenant, mais on pourrait tout aussi bien retourner au 19e siècle, à l'époque des romans feuilletons. C'est le même principe. Oui, le dernier paragraphe d'un roman feuilleton, publié dans un journal, ça se terminait sur un suspense. La bande dessinée aussi. La bande dessinée aussi, le manga au Japon qui est distribué dans leur première forme dans les magazines de manga, c'est des chapitres. Et chaque chapitre termine sur un suspense. Donc maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, la question se pose quand même, est-ce que les personnages nous habitent toujours? Et si oui, de quelle manière? Netflix essaie de légitimer sa stratégie qui consiste à plancher sur l'écoute en rafale, justifie dans le fond sa pratique par le fait que les téléspectateurs forment des communautés. Et même à l'ère de l'écoute en rafale, ces communautés-là persistent. Nous-mêmes, dans nos soirées à l'extérieur de la balado-diffusion, ça nous arrive de discuter de téléséries, des personnages. Donc là-dessus, moi, personnellement, je pense pas qu'on perd vraiment quelque chose sur le plan de la profondeur des personnages, mais c'est vrai qu'on perd un peu de l'unicité, comme le dit Isabelle Daunet, de la forme même de la télésérie. En extrayant sa dimension fragmentaire à la télésérie, on perd un peu de ce qui fait sa singularité dans son médium. Celle qui était classique, mais je pense qu'elle a juste évolué ailleurs. Je pense qu'on peut quand même se désoler dans la mesure où est-ce que, comme on disait, puis on l'a dit, me semble que je l'ai dit en début de segment aussi, on consomme les séries télé, surtout quand on les consomme en rafale, on les consomme de façon à les jeter une fois terminées, alors que on continuait de vivre la série même si elle était terminée, parce qu'on avait l'habitude d'attendre puis de s'imaginer quelle était la suite des personnages. Ben aujourd'hui, une fois que la saison est terminée, les mystères sont résolus, je pense que rapidement l'esprit s'éclaircit de ça. Puis... Les mystères se résolus, oui, mais je pense qu'il y a quand même place à imagination, surtout entre deux saisons. Dans l'attente d'une autre saison, il y a peut-être plus place à justement discuter de ce qu'on s'attend, de qu'est-ce qui pourrait se passer dans une prochaine saison. Peut-être qu'effectivement, on perd un peu ce concept-là d'épisode en épisode, mais je crois qu'on réussit à le garder quand même de saison en saison, puis aussi de séance de visionnement en séance de visionnement.
J'ai l'impression que oui, on le vit entre chaque saison, mais peut-être qu'on le vit moins justement parce qu'une fois qu'on a terminé une saison d'une série, ben on devient rapidement en manque, on se crée un besoin parce qu'il y a un certain confort à s'écraser et à suivre une série au complet. Mais on va se lancer dans une nouvelle série puis on va peut-être vite oublier cette... Puis quand tu parles du modèle d'affaires de Netflix, ben c'est là que je le vois beaucoup. Là. Puis on revient à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est qu'il y a tellement de bonnes séries maintenant que c'est facile justement de... Bon, ben celle-là vient de finir, il y en a eu 8 autres à écouter, puis là c'est ça. Puis rendu là, tu te ramasses avec... Ben sûrement qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui se ramasse avec une liste sur Netflix de trucs qu'ils vont finalement probablement jamais regarder. Exactement. Bien, merci beaucoup Clarence pour ce sujet fort intéressant. On a eu des très bonnes discussions, je pense, autour de ça. Puis si jamais vous êtes un auditeur qui nous écoute dans quelques mois puis qu'on a plusieurs épisodes de sortie, dites-nous si vous binge-watchez nos podcasts. Peut-être que c'est la prochaine habitude d'écoute. On l'espère. Puis dites-nous aussi sur notre page Facebook quelles sont les téléséries que vous écoutez en rafale. Puis tant qu'à ça, pour participer à la discussion, dites-nous pourquoi vous les écoutez en rafale. On aimerait ça vous entendre là-dessus. Ouais, très bonne idée, Clarence. Super, merci beaucoup. Samuel, maintenant. Allô? Allô? Tu nous parles de... J'ai pas mes notes devant moi, ok? KMFDM. Oui, Clarence! Clarence. Je suis allé inverser le FPM. 10 points pour moi. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ce groupe-là? Ben, KMFDM, c'est quand même un très vieux band. Ils ont fêté leur 30e anniversaire il y a quelques années. C'est un band originaire de l'Allemagne, de Hambourg, je crois. En fait, l'esprit derrière KMFDM, c'est vraiment Sacha Konietzko qui est le lead de ce groupe-là. C'est celui qui écrit les paroles, qui va écrire la plupart de la musique. C'est un multi-instrumentiste, fait les claviers, fait les arrangements électroniques, etc. C'est un band de, je dirais, musique industrielle. On les associe souvent au métal industriel. C'est une étiquette qu'il n'aime pas beaucoup porter parce que il n'a jamais vraiment eu d'intérêt pour le métal. Mais il a déjà dit que lui, un de ses plaisirs, c'est quand il y a eu un de ses premiers séquenceurs, il enregistrait des riffs de métal pour les jouer en boucle, puis c'est ce qu'il aimait du métal. Il disait, le métal, je n'aime pas ça parce que les bons riffs passent trop vite, on est déjà rendu à autre chose. Puis il a décidé d'incorporer ça dans sa musique, fait que c'est pour ça l'aspect métal industriel, mais au final, sa structure, ça s'apparente beaucoup plus à de la musique électro, vraiment là, industrielle, classique. Puis là, je parle avant Nine Inch Nails. On a des ressemblances avec Ministry un peu dans son côté très répété, très agressif. Ce qui est vraiment marquant avec ce groupe-là, c'est leur aspect très engagé. Leurs paroles sont toujours très dénonciatrices de beaucoup de trucs, dont le terrorisme, le fascisme, la violence, la guerre. Un de leurs plus grands succès, la chanson s'appelait ironiquement A Drug Against War, en référence à la guerre contre la drogue. Ouais. Un de ses albums aussi, dans plusieurs de ses albums aussi, on entend des bouts de discours de politiciens. World War III, c'est un des albums qui était sorti pendant le mandat de George W. Bush. Justement, il y avait beaucoup de segments où est-ce que c'était justement des discours sur la guerre contre le terrorisme, etc. Puis il ponctuait ça avec des paroles qui sont souvent plus scandées que chantées. Puis tout ça sur un fond de musique qui est très qui est agressif, je dirais. C'est ça qui nous amène, je pense, un peu justement à la thématique du nouvel album. C'est ce que tu nous disais. Oui, ben c'est ça. Ils ont sorti l'année passée en août l'album Hell Yeah qui Hell Yeah comprend quelques pièces qui sont évidemment très actuelles parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la politique aux États-Unis. Il faut savoir que le groupe vient d'Allemagne, mais la plus grande partie de sa carrière, ils l'ont faite aux États-Unis parce que la scène industrielle, c'était aux États-Unis. On peut penser à Skinny Puppies, Nine Inch Nails, Ministry. Beaucoup de ces bands-là se retrouvaient sous le même label qui venait de Chicago. Puis bon, KMFDM ont été produits par ce label-là. Donc il a bien vécu, il a vécu ses années aux États-Unis, il a vécu Bowling for Columbine, il a vécu tous ces événements-là politiques, là, le mandat de Bush et tout. Donc il est quand même resté sensible à la question. Puis ben évidemment, ça l'a inspiré pour le dernier album. Pas besoin de vous dire sur quoi il fait référence, mais il y a une chanson qui s'appelle Fake News. Donc, ça en dit quand même long. Ben non, je sais pas. Je sais pas. La pochette de l'album est vraiment fascinante. C'est un même artiste qui a fait à peu près toutes ses pochettes d'albums. Il y a 2 albums sur les 20 qu'il a fait que c'est pas cet artiste-là qui l'a fait. Puis c'est des pochettes
dont l'art s'inspire à la fois de la propagande russe, soviétique et de l'âge d'or des bandes dessinées. C'est un style visuel qui est vraiment intéressant. C'est un artiste en particulier qui le fait, avec qui il s'entend vraiment bien. Puis sur la pochette, dans le fond, on voit un homme se jeter d'une tour Eiffel qui explose en train de se prendre en selfie. En train de tomber, là. En train de tomber, en train de se prendre en selfie. Ah, j'adore ça! Une image vraiment frappante, puis très peu subtile, mais très représentative de l'époque dans laquelle on vit, où est-ce qu'on veut se montrer dans nos pires moments comme dans nos meilleurs, et constamment. Ouais. Puis bon, la référence. La référence Claire au au terrorisme en France. Exactement. C'est ça, donc son dernier album, des pointes envers justement la violence, évidemment. Il a repris une de ses vieilles chansons aussi, où est-ce que, bon, il dénonce le système en se voulant très inclusif. Bon, les paroles semblent un peu datées aujourd'hui, mais le remix est intéressant. Puis la musique est beaucoup plus électro qu'à l'époque où est-ce qu'il était plus orienté riff, style métal. Des chansons même qui vont un peu jouer dans le dub des fois. Ce qui est aussi particulier, c'est que lui, il va scander beaucoup les paroles, il chante un peu, mais son chant il est très limité. C'est sa femme qui fait partie du groupe aussi, qui va chanter sur la plupart des chansons, puis ça donne une teinte vraiment particulière à la musique. Elle a une voix qui est qui peut aller de très sensuelle à très in your face, très violente, agressive, pas criarde, mais pas loin non plus. Pas loin non plus, là. C'est vraiment fascinant. Donc dans le fond, plusieurs highlights sur cet album-là. Voilà, j'ai été somme toute assez satisfait à la deuxième écoute de l'album. La première fois, on dirait qu'il a comme passé tout droit un peu. J'étais peut-être plus accroché sur les albums qui ont sorti plus au début des années 2010, mais plus je l'écoute, plus je le trouve pertinent, plus je le trouve intéressant. Donc c'est une belle façon de découvrir le band si tu n'en avais jamais entendu. Aurais-tu une chanson en particulier sur cet album-là que tu penses qu'on devrait écouter? Comme moi, par exemple, qui connais vraiment pas du tout le groupe. Je commencerai avec la pièce Freak Flag. Je la trouve vraiment intéressante parce on retrouve des éléments qui font vraiment partie du code classique de KMFDM, c'est-à-dire son électronique qui sonne très analogue, ça sonne vraiment comme des vieux synthétiseurs fin années 80-90. On retrouve aussi la guitare qui est présente, pas trop par contre, c'est particulier comment il l'a arrangé, d'habitude elle est beaucoup plus présente, elle prend beaucoup plus de place, puis là on dirait qu'ils l'ont placé en arrière-plan, puis ça fonctionne très bien. Puis enfin, on entend la merveilleuse voix de Lucia, la chanteuse, qui me donne beaucoup d'émotion. Puis voilà, je commencerai avec celle-là. Et sinon, dans le style plus brut, je vous recommanderais Total State Machine, qui ressemble beaucoup plus aux pièces qu'il faisait à la fin des années 90. Donc ça vous donnerait un bel aperçu, puis c'est une belle façon de commencer à s'initier. Super, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir mettre un extrait, mais malheureusement, question de droit d'auteur, pour pas être dans le trouble avec iTunes, YouTube et tout ça, on peut pas. Mais on va mettre un lien sur notre page Facebook pour la pièce Freak Flag, pour que ça soit facile pour vous en fait d'aller l'écouter. D'ailleurs, l'étiquette ont lancé les liens sur lesquels je suis tombé sur YouTube, c'est l'étiquette officielle, donc je pense pas que vous auriez de problème à avoir accès à l'album sur YouTube. Non, c'est ça. Puis en plus, ça donne, avec la monétisation, ça donne de l'argent au band, donc c'est toujours bien. Tout le monde est content. Même si c'est un huitième de scène, c'est mieux que rien. Parfait. Merci beaucoup, Sam. Très intéressant. Donc, KMFDM, un groupe à découvrir certainement, ou assez méconnu ici, mais qui mérite d'être plus connu. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. Ah, je suis pas inquiet. Merci beaucoup à vous tous, Rosemary, Clarence, Sam. Donc, merci encore une fois. Merci à vous trois. Merci. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.